Merci. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Marseille broie du noir en cette année 1812. Eh oui, déjà. Il n'y a rien de nouveau. La cité phocéenne ne peut ni importer ni exporter à cause du blocus continental décrété par Napoléon Ier, empereur des Français, pour tenter de mettre à genoux les Anglais, vos ennemis héréditaires. Marseille suffoque sous ce carcan, incapable de vivre dans cette autarcie imposée, elle s'étiole lentement. Cette situation affligeante explique l'animosité des Marseillais pour Napoléon. Des Marseillais qui n'hésitent pas à manifester contre le régime impérial qui, de surcroît, favorisait à outrance notre vieille rivale, Aix-en-Provence. Monsieur Jean-Baptiste Louis Daumier, vitrier de son état, installé place Saint-Martin, n'est pas le dernier à faire entendre sa voix. Fervent royaliste, il ne perd pas une occasion pour railler l'aigle inquisiteur. Son grand-père est arrivé de son Languedoc natal en 1767. Marseille, ville opulente et dynamique, attirait alors tous ceux qui espéraient une vie meilleure. Jean-Baptiste Daumier avait épousé Cécile Catherine Philippe. De leur union naîtront, place Saint-Martin, 2 filles et le 26 février 1808, il y a donc tout juste 200 ans, cette année, un garçon, Honorin Victorin Daumier, celui qui va devenir l'un des plus grands et des observateurs de la société de son époque. Honorin Victorin Daumier est donc né dans cette maison que vous voyez ici, place Saint-Martin. Alors la place Saint-Martin a été détruite en 1913, c'était dans le quartier Saint-Jean, elle a été détruite en 1913, ainsi bien entendu que la maison. Alors en 1815, après le désastre de Waterloo, accueilli dans la liesse par les Marseillais, puisque nous l'avons dit, ils étaient peu favorables à Napoléon, eh bien la cité phocéenne sombre dans, on peut dire, une sorte d'anarchie et dans la violence. Victor Gelu, écœuré, écrit « Une poignée de cannibales domine la ville ». Pour couronner le tout, les soldats de l'empereur partis, les Anglais investissent Marseille, avec l'aide de 5 régiments de Siciliens à leur solde, et comme la ville est dépourvue de casernes, ils s'installent chez l'habitant. Ils sont commandés par Hudson Lowe, qui sera, quelques mois plus tard, le geôlier inflexible de Napoléon à Sainte-Hélène. Enfin, les 100 plus riches familles de la ville sont assujetties à un emprunt forcé de 50 000 francs destiné à payer les frais d'occupation. Les Marseillais, humiliés, commencent à regretter l'Empire. Jean-Baptiste Daumier, qui détestait les Anglais plus encore que Napoléon et mesurait qu'il avait de plus en plus de difficultés à faire vivre sa famille dans un climat de guerre civile, décida alors, non sans regret, de vendre ses meubles et de quitter Marseille pour la capitale. En fait, il existait une autre raison, plus profonde peut-être, à ce départ inopiné. Le petit artisan vitrier de la place Saint-Martin était aussi poète. Et il rêvait secrètement de se faire connaître à Paris et de pouvoir faire jouer du moins une tragédie qu'il venait d'écrire, Philippe II, inspiré par un certain César Vichard, abbé de Saint-Réal. Après bien des déboires, il y parviendra dans un petit théâtre parisien. Mais le succès ne sera pas au rendez-vous. Loin de là. Sans emploi, Jean-Baptiste ne recevra guère de soutien de la part de ses amis royalistes. Il rencontrera les pires difficultés
et sa famille connaîtra une existence vagabonde et changera plus de 8 fois de domicile dans les 10 années qui viendront. Alors, dès que le petit Honoré fut en âge de travailler, on le plaça comme saute-ruisseau chez un huissier. Le jeune garçon aurait pu s'ennuyer, mais en fait, il y passa de bons moments à observer d'un œil malicieux tous les personnages ridicules qui hantaient l'étude de son patron. Et puis, il devint commis de libraire chez Delaunay, et ses parents pensèrent certainement qu'il pourrait se faire là une belle situation. Mais Honoré avait un autre idéal. Le soir, dans sa petite chambre, il s'amusait à dessiner tous les personnages grotesques qu'il avait frappés dans la journée. Jean-Baptiste Daumier découvrit un jour les dessins de son fils, et il n'apprécia guère, semble-t-il, les gribouillages. Alors, Honoré prit son courage à deux mains et dévoila à son père ses aspirations. Un de ses amis lithographes l'avait initié au secret de cet art en vogue. Et dans la foulée, il annonça ce jour-là à son père qu'il venait de vendre sa première planche à un éditeur de musique. Devant ce succès et la détermination de son fils, les parents Daumier s'inclinèrent et laissèrent Honoré suivre sa vocation. Monsieur Daumier père se persuada d'ailleurs très vite que son rejeton, qu'il croyait indolent et sans ambition, pourrait réussir dans le domaine artistique là où lui avait échoué. Quelle belle revanche ce serait alors pour lui! Ses parents allaient désormais l'encourager et le soutenir. Élève au Louvre en 1830, Honoré commença sa carrière de caricaturiste et de sculpteur. Et voici l'homme, mesdames et messieurs, qui allait lui apporter la notoriété et le faire entrer dans la postérité. Louis-Philippe Ier, roi des Français. Oui, Louis-Philippe était roi de France depuis les Trois Glorieuses, ou plus exactement, roi des Français. Alors, une petite remarque, on peut voir sur ce dessin donc, de Daumier les trois visages du roi, le passé, le présent et l'avenir. Le profil de gauche, souriant et béat, ben, c'est le passé. En face, expression revêche, le présent. Et puis, à droite, dans l'ombre, le profil est renfrogné et presque cruel, c'est l'avenir. Donc Louis-Philippe, bon, ce n'est pas un roi comme ceux qu'on avait connus jusqu'à présent. C'est un roi bourgeois qui avait accédé au pouvoir et avec lui la bourgeoisie qui entendait bien réussir là où l'aristocratie avait échoué. Chaque nouveau régime a besoin de trouver son style. Et ce style est forcément défini en contraste avec celui du prédécesseur. Louis-Philippe prit le parti de la simplicité. Très premier prince de sang, tant qu'il n'avait été qu'Altesse sérénissime, mais franc bourgeois le jour où il fut majesté, disait Victor Hugo. Ainsi le voyait-on, à pied, le parapluie sous le bras, traverser les Tuileries en répondant aimablement au salut des passants, ou même saluer le premier. Il cherchait incontestablement le contact humain, et il y était aidé par sa formidable mémoire. Son unique point de ressemblance, dira sans pitié le même redoutable Victor Hugo, avec César, Alexandre et Napoléon. Mais cette affectation de simplicité cachait mal une volonté tranquille d'assumer la plénitude des pouvoirs, d'exercer toutes les prérogatives royales. Il finira par y parvenir, sans doute pour son malheur. Très vite, dès son installation aux Tuileries, l'opposition s'acharna contre lui, essentiellement l'opposition écrite, celle notamment des journalistes politiques. Plus redoutable encore peut-être pour lui, ce fut l'opposition dessinée. Les caricaturistes, mordant
parfois injuste et médisant, mais souvent plein d'esprit, et de l'esprit le plus terrible, foyait le régime et le roi. Celui-ci était rarement nommé par les dessins, mais ce bourgeois symbole, ventru, à favori, armé d'un parapluie et d'un haut de forme, était bien reconnaissable et nul ne s'y trompait. Louis-Philippe se montrait, surtout au début, se montrait indulgent envers ses détracteurs. Et comme il n'était pas dénué d'humour, il s'amusait à ces images, s'esclaffant à la lecture d'un nouveau journal satirique, Le Charivari, qui venait d'être fondé par Charles Philippon et se présentait ainsi, journal publiant chaque jour un nouveau dessin quand la censure le permet. Alors voici Charles Philippon, buste en terre, cru, colorié par Daumier. Alors ce même journal iconoclaste lancera de petits échos ironiques qui allaient devenir à la mode, où le roi est appelé soit tel, un tel, ou soit chose, dont on peut donner un échantillon, un tel, de toute l'armure chevaleresque de ses ancêtres, ne regrette que son écu. Ou encore, chose a dit au choléra, ôte-toi de là que je m'y mette. Honoré Daumier donnera son premier dessin en novembre 1830 sous le pseudonyme de Rogelin dans La Caricature. Et en ardent républicain qu'il était, contrairement à son père, il s'était mis aussitôt à se gausser du roi Louis-Philippe. Le 1er décembre 1832 paraît le premier numéro du Charivari. Et c'est dans ce journal qu'il eut l'idée géniale de représenter le roi avec la tête en forme de poire, à laquelle se prêtait d'ailleurs son visage large du bas et prolongé vers le haut par l'excroissance du toupet. Le succès fut unanime. Et le roi lui-même se laissa gagner par l'engouement général, tout au moins au début. Ayant vu un jour, au cours de ses promenades à pied, un gamin dessiner à la craie sur le trottoir un Louis-Philippe en poire, il lui mit une pièce de 5 francs dans la main en disant « Tiens, la poire est aussi là-dessus. » Mais celui qui se divertissait ainsi était l'amateur d'art et l'égocentrique. Le chef de l'État, lui, comprendra bien vite le danger de ces attaques partiales. Nourri de culture classique, il n'ignorait pas que de la calomnie, il reste toujours quelque chose, a fortiori quand cette calomnie n'est pas entièrement calomnieuse. Très rapidement, les œuvres les plus audacieuses des caricaturistes allaient être saisies et leurs auteurs attaqués par ceux qui étaient visés. En 2 ans, on pouvait lire 2 ans plus tard, on pouvait lire cet entrefilé dans le journal. Au moment où nous écrivons ces lignes, on arrêtait sous les yeux de son père et de sa mère, dont il est le seul soutien, M. Daumier, condamné à 6 mois de prison pour la caricature de Gargantua. Alors cette caricature représentait en effet le roi, vous voyez, il est très reconnaissable, avalant de gros budgets que lui servaient de petits personnages vêtus en ministre et rendant, le roi Louis-Philippe, rendant par l'orifice inférieur de son individu une avalanche de décorations, brevets, bâtons de maréchaux, et j'en passe. Bon, ceci vaudra donc à Daumier de la prison. Et puis, à sa sortie de prison, donc, Honoré Daumier va reprendre, naturellement, sa collaboration au Charivari, où il fut accueilli en héros, en véritable héros. Et il rencontra tout ce que Paris comptait de talent. Granville, Henri Monnier, Traviès, et un jeune homme de 9 ans, son aîné, qui se prénommait aussi Honoré, et allait être également un prodigieux observateur de notre société, Honoré Balzac. Il n'avait pas encore
ajouter de particules à son nom, ce qu'il fera plus tard. Et Honoré Balzac lui dit aussitôt, si tu veux réussir, fais des dettes. Daumier ne suivra guère ce singulier conseil, il était la probité même et considérait que chacun devait vivre selon ses moyens. Il ne sera jamais un homme d'argent et ne saura pas se vendre dans une société où l'argent commençait à devenir le nerf moteur. Simple et bon, s'il est vrai qu'il sut magnifiquement croquer ses contemporains, il le faisait sans aucune malice ni haine. S'il était chaleureux et bon vivant auprès de ses amis artistes, il avait cependant pour surnom le muet. C'est dire qu'il ne se dispensait pas en futilités mondaines et en bavardages. Interrogé sur son art, il répondait le plus souvent par monosyllabes. Il était plus observateur que diseur. Et il faut bien reconnaître que dans ses dessins, ce muet fut étonnamment éloquent. Dans ses souvenirs, Théodore de Banville écrit à son sujet « J'admirais son visage éclatant de force et de bonté, les petits yeux perçants, le nez retroussé comme par un coup de vent, et l'idéal, la bouche fine, largement ouverte. » Daumier détestait faire de la peine à quiconque. S'il devint au fil des années un dessinateur parfois cruel et le satiriste impitoyable que nous admirons, c'est en fait parce que Philippon, que nous avons vu tout à l'heure, l'excitait en permanence et jouait en quelque sorte le rôle de l'aiguillon. D'ailleurs, dans le domaine politique, il ne trouvait que rarement ses idées lui-même. Chaque soir, Philippon et les autres directeurs de journaux avec lesquels il travaillait lui indiquaient les sujets qu'il notait avec docilité, qu'il traitait ensuite magistralement. Avant d'être roi bourgeois, Louis-Philippe, alors jeune duc d'Orléans, dut s'exiler à cause de la Révolution, et c'est ainsi qu'il parcourut pendant 3 ans les États-Unis et connut la vie rude des pionniers américains de la fin du XVIIIe siècle. Je signale au passage que, devenu roi, Louis-Philippe restera très attaché aux États-Unis et dira même avec clairvoyance « J'aime cette nation, elle sera peut-être un jour une puissante alliée de la nôtre. » Philippon apprit une anecdote cocasse lors du séjour américain de Louis-Philippe qu'il se hâta de communiquer à Daumier. Un jour, en traversant l'Ohio, s'étant blessé et en tombant de cheval, Louis-Philippe s'était saigné avec tant d'adresse que les habitants du petit village indien de Carliste, le prenant pour un médecin, l'implorèrent de s'établir chez eux et lui offrirent même les plus belles maisons de l'endroit. Sa renommée fut telle que quelques jours plus tard, passant une nuit chez les Indiens du Sénéca, dans le nord de New York, un des chefs de tribu fit appel à lui. Louis-Philippe le saigna, et le chef fut si content de ses soins qu'il le fit membre d'honneur de la tribu et décida de lui accorder un honneur qu'aucun blanc n'avait jamais reçu. Passer une nuit avec sa grand-mère et sa grand-tante. Refuser pareil honneur eût été un terrible affront, et le tomahawk aurait sans doute accompli ce à quoi la guillotine n'était pas parvenue. Et c'est ainsi que Louis-Philippe passa la nuit couché dans un wigwam entre 2 vieilles indiennes ridées. Voilà, voilà. Alors Daumier fit donc de cette aventure singulière une caricature où l'on voit le jeune duc d'Orléans couché sur un matelas d'écorce tendu sur 2 tronçons de bois entre 2 hideuses sorcières recouvertes de tatouages, avec la légende « Je vous salue, négresse, le Seigneur » alors Seigneur S.A.I. Le Seigneur est avec vous, récompense décernée à Louis-Philippe d'Orléans, chirurgien et émigré, mais toujours français, par les sauvages peu délicats de l'Amérique du Nord.
Alors, on sait que c'est aussi Philippon et ses amis Huart ou Henri Rochefort qui trouvaient les légendes enfilées, et souvent d'ailleurs pas toujours réussies, parfois un peu plates ou manquant de finesse, que l'on voit sous ces dessins. Alors, il est aussi nécessaire de replacer un petit peu le succès de Daumier de ses dessins dans un mouvement qui, dans le domaine littéraire et artistique, allait influencer profondément les mœurs, voire même tous les détails de la vie quotidienne, le romantisme, qui livra sa bataille décisive en 1830 sur une scène de théâtre à l'occasion de la première d'Hernani. Alors, les extravagances du romantisme, les extravagances des romantiques, je devrais dire plutôt, dans le domaine notamment de l'habillement, vont faire le bonheur des caricaturistes et tout particulièrement, bien sûr, de Daumier. L'œil de Daumier est véritablement prodigieux. Il décompose les mouvements comme le ferait un film, au ralenti. Il saisit le petit détail qui identifiera chacun de ces personnages et le rendra plus vrai que nature. Louis-Philippe sera le premier de ces personnages de prédilection, nous l'avons vu, et après le roi, c'est bientôt, progressivement, tout son entourage, toute la société de son époque qui sera croquée avec une justesse et un réalisme inouïs. Daumier illustrera également de façon magistrale les soubresauts révolutionnaires qui agiteront la France à partir de 1847 à travers de nombreux dessins, mais aussi des peintures. C'est dans des scènes de révolte que Daumier, le caricaturiste, démontrera également ses dons évidents pour la peinture. L'histoire de Daumier peintre ne commencera réellement qu'avec la Révolution de 1848. Voici par exemple donc une huile sur toile, donc une peinture, une huile sur toile qui date de 1849 et qui est baptisée L'émeute. L'écrivain et journaliste Jules Claretie le remarquera alors et il sera l'un des premiers, avant même Balzac, à évoquer Michel-Ange en parlant de Daumier. Parfois, dans sa peinture, écrit le futur académicien, Daumier modèle avec une vigueur michelangesque, il peint des scènes violentes, superbes. Quand le caricaturiste s'y mettait, c'était un rude manieur de pinceau. La vérité, en fait, est que la peinture de Daumier, comme on le verra tout à l'heure, n'a jamais été prise au sérieux. Peut-être simplement parce que son caractère expérimental et de non fini, de nombre de ses tableaux, ont été perçus comme autant de signes d'une sorte d'échec, alors qu'il traduisait en réalité la volonté d'aller toujours plus loin et plus librement dans la recherche des formes et des couleurs. Pour en revenir aux émeutes, donc, qui se multiplièrent à partir de 1830, il faut remarquer qu'elles ne se produisirent pas seulement dans la capitale. Les plus violentes d'entre elles eurent lieu à Lyon en avril 1834, à la suite de nouvelles baisses de salaire et d'un projet de loi sur les associations jugées iniques ayant provoqué des grèves spontanées. La riposte sauvage des forces de l'ordre, n'hésitant pas à recourir au canon et à la bombe, provoqua en réaction la mobilisation des républicains à Paris, alertés par la Ligue des droits de l'homme. Des barricades furent aussitôt érigées, notamment dans le quartier du Marais, au cours de la journée du 13 avril 1834, et la contre-attaque du gouvernement, disposant de 40 000 hommes, fut particulièrement dure. Le lendemain, Honoré Daumier immortalisait le massacre de la rue Transnonain, qui demeure certainement l'œuvre la plus célèbre de l'artiste. Le massacre de la rue Transnonain, qui résume à elle seule tout son art, l'efficacité des détails, des moindres détails, le sens de la mise en scène. On pense à Goya. Même flamme intérieure, même ardeur politique, même improvisation, note fort justement son ami Champfleury. Le massacre de la rue Transnonain est le durable symbole de la
sauvagerie de la répression. Cette férocité disproportionnée montrait à quel point la bourgeoisie menacée entendait être défendue contre les excès de la rue. À propos du lamentable massacre de la rue Transnonain, écrivit Charles Baudelaire, qui deviendra l'un de ses proches à partir de 1845, Daumier se montra vraiment un grand artiste. Le dessin est devenu assez rare car il fut saisi et détruit. Ce n'est pas précisément de la caricature, c'est de l'histoire, de la triviale et terrible réalité. Dans une chambre pauvre et triste, la chambre traditionnelle du prolétaire, aux meubles banals et indispensables, le corps d'un ouvrier nu, en chemise et bonnet de coton, gît sur le dos, tout de son long, les jambes et les bras écartés. Il y a eu sans doute dans la chambre une grande lutte, tout au moins on le suppose, et un grand tapage, car les chaises sont renversées ainsi que la table de nuit et le pot de chambre. Sous le poids de son cadavre, le père écrase entre son dos et le carreau le cadavre de son petit enfant. Vous voyez au-dessous. Dans cette mansarde froide, il n'y a que silence et mort. On compta plus de 2000 arrestations et les insurgés furent déférés par ordonnance devant la cour des pairs. Il faut saisir cette grande conspiration qui s'étend sur toute la France, déclara Thiers, ministre de l'Intérieur. Une fois encore, Daumier sera brièvement emprisonné à la suite de son dessein. Quant au roi, accusé de vouloir assassiner le peuple, il échappa par miracle à la machine infernale des anarchistes Fieschi, Moret et Pépin le 28 juillet 1835. « Quel horrible peuple !» s'écria la reine Amélie, les yeux noyés de larmes. « Quel affreux pays! La moindre personne du royaume est plus heureuse que nous. » Louis-Philippe, pour sa part, se consolait par un bon mot. « Je suis le seul gibier dont la chasse soit ouverte en toute saison. » Toutefois, même s'il semblait prendre la situation avec humour, il réagira en conséquence. Désormais, il allait serrer le vice. Et par ailleurs, pour ne pas abandonner au profit de la souveraineté populaire les bourgeois qu'il avait couronnés, il défendra leurs privilèges au détriment de ses propres intérêts, comme Louis XVI l'avait fait pour la noblesse, qu'il voulait sauver des prétentions du tiers-État. Aux yeux des masses, il restera pourtant, presque jusqu'à la fin, le modèle des souverains constitutionnels et un roi débonnaire qui n'exilait ou n'emprisonnait qu'à la dernière extrémité et hésitait souvent à faire exécuter ses assassins. Le ministre de l'Intérieur était alors, je l'ai cité tout à l'heure, Adolphe Thiers, marseillais, comme Daumier, vous le savez. Thiers, aimé des uns, haï des autres, l'un des fondateurs de la monarchie de Juillet, fut l'une des cibles privilégiées de Daumier. En dépit des pressions de plus en plus écrasantes, Daumier poursuivra sa tâche avec l'honnêteté et la passion qui le caractérisaient, convaincu de ne porter qu'un éclairage percutant, à travers ses caricatures, sur la société de son époque. Mais lui, qui s'était fait un nom grâce à ses caricatures politiques, devra peu à peu renoncer à cette forme d'engagement en raison de l'adoption des lois de 1835 sur la censure de la presse. La caricature disparaît cette année-là. En août, le journal présente la dernière caricature de Daumier. Planche particulièrement sinistre. Voilà, nous allons la voir. De furieuses charges sabrant des manifestants dans le lointain sont complétées par 3 morts de la Révolution de Juillet, à peine sortis de leur tombe, avec pour légende « C'était vraiment bien la peine de nous faire tuer ».
Pratiquement interdit de journalisme politique, Daumier se tourne alors vers une caricature, vers la caricature de mœurs, qui est un peu moins dangereuse, et dans laquelle il va se cantonner jusqu'à la Révolution de 1848. Il donnera la plus large part de son labeur à cette version graphique de la condition humaine et y confrontera sa vision à la fois généreuse et impitoyable du genre humain. Ce sera le ventre législatif, une galerie d'attitudes, une collection de grimaces sociales d'une impitoyable et implacable vérité. C'est à la demande de Philippon que Daumier réalisera une série de petits bustes charges en terre crue coloriée, représentant quelques-uns des membres les plus en vue de l'entourage politique du roi, ministres, députés et personnages influents, des bustes modelés d'après nature. Nous avons vu tout à l'heure celui de Philippon. Alors, pour ce qui est donc des hommes politiques, des ministres, au cours des séances de l'Assemblée, depuis la tribune des journalistes, il observait les physionomies et les attitudes de chacun, les mémorisait et, de retour chez lui, se mettait au travail. Parmi les plus célèbres, parmi les plus célébrités, disons, les plus remarquables qu'il nous présenta, on peut citer le comte Auguste Hilarion de Kératry, député du Finistère et pair de France. Alors, Daumier a vraiment parfaitement réalisé, selon moi, résumé l'onctuosité hypocrite du sourire hideux affiché par le sémillant aristocrate, auteur en 1822 d'un essai d'esthétique du beau dans les arts d'imitation. Le traitement des yeux globuleux, mi-clos, en fait un chef-d'œuvre de caractérisation psychologique, voire phrénologique. Je précise à toutes fins utiles, pour ceux qui l'ignoreraient, que la phrénologie est l'étude du caractère et de l'esprit de l'homme d'après la conformation de son crâne. Fondée par le médecin allemand Gall à la fin du XVIIIe siècle et très en vogue durant tout le XIXe, elle n'a aujourd'hui plus qu'un intérêt tout à fait purement historique, disons. Voilà donc le comte de Kératry. Alors le modelage est compact et le comte de Kératry est assurément le plus atypique des bustes, des nombreux bustes modelés par Daumier en 1833. 15 ans plus tard, Alexandre Dumas prénommera l'un de ses trois singes Kératry. Et pas pourquoi d'ailleurs. En 1836, Daumier crée le personnage de Robert Macaire, parvenu de la monarchie de Juillet, figurant aussi bien le médecin charlatan que le banquier véreux, l'avocat escroc, le journaliste diffamateur, le directeur de société interloque, et le commerçant banqueroutier, ou encore le fondateur de secte, et j'en passe. Bref, si vous voulez, le bourgeois dans toute sa splendeur, le bourgeois aussi bien bête que méchant. La bourgeoisie, première puissance qui n'ait pas trouvé ses portraitistes, a trouvé très vite ses caricaturistes, notera fort justement André Malraux dans le musée imaginaire. Les 100 lithographies de Daumier sont publiées dans le Charivari sous le titre de Caricaturana et signées conjointement par Daumier et Philippon. En 1839, les planches seront regroupées en albums. La série La Chasse paraît dans le Charivari. À partir de 1837, Daumier enregistre ses premières commandes indépendantes. La série Croquis d'expression paraît dans le Charivari. Philippon publie une nouvelle édition de la caricature qui paraîtra jusqu'en 1843 et dans laquelle Daumier publie notamment Type parisien. Puis ce sera l'album des Bohémiens de Paris et la réalisation de différentes séries, notamment Les mœurs conjugales, Les bas bleus, Les baigneurs, Les baigneuses, ainsi que des planches sur les chemins de fer. Les physionomies tragico-classiques de 1841, comme 10 ans plus tard, les physionomies tragiques, révèlent l'attirance de Daumier pour le monde du théâtre et les saltimbanques.
Les philanthropes du jour, publiés en 1844, sont de la même veine que les Robert Macaire. En avril 1846, à l'âge de 38 ans, Honoré Daumier, surmontant sa timidité naturelle, courtisera et finira par épouser Marie-Alexandrine Dassy, dite Didine ou Nini, couturière de son état, de 14 ans sa cadette. Le visage fin et pur comme de la porcelaine blanche, la chevelure blonde et la grâce de sa taille l'avaient séduit le petit Marseillais. Nini avait une passion, les fleurs. Et elle rapportait régulièrement à la maison tantôt des rosiers, tantôt des œillets, toutes sortes de fleurs que lui donnaient sans doute les jardiniers ou les aubergistes. Pour le reste, elle n'avait aucun goût ruineux. Elle se contentait d'une robe de soie bleue, le dimanche d'une robe de gros mérinos en hiver et d'indienne en été. Le dimanche, elle allait aux offices, quelquefois accompagnée par Honoré, assez rarement parce qu'il n'était pas très pilier d'église, puis à la promenade après les vêpres, le long de la Seine ou aux alentours. Les autres jours, elle exerçait sa profession de couturière, généralement chez elle. Généreuse, elle travaillait aussi pour les hospices. Elle entremêlait par ailleurs ses travaux de lecture et ne lut d'ailleurs pas d'autres livres que ceux que lui apportait Honoré, souvent des romans de l'ami Balzac. Elle ne manquait pas aussi de donner son avis sur les dessins de son époux lorsque celui-ci le lui demandait. Malgré les difficultés financières qu'ils rencontreront, ils vivront heureux dans l'île Saint-Louis, au 9 quai d'Anjou, puis quai de Bourbon, près du peintre d'Aubigny, et enfin, plus tard, dans la petite maison qu'Honoré loua dans la petite ville de Valmondois. Toute sa vie, Daumier resta nostalgique de sa ville natale. À ce propos, prétendre, comme André Suarez, par une sorte de chauvinisme local, que Daumier est Marseille incarné, me semble excessif, car Daumier a quitté Marseille, on l'a vu, très jeune, à l'âge de 8 ans, et n'y est revenu qu'occasionnellement. Il a fait toute sa carrière, comme on le disait tout à l'heure, à Paris. En revanche, on peut reconnaître en lui la tradition d'une Marseille rebelle et populaire. Honoré Daumier était très attaché aux choses et aux gens, avec la bonté, la fidélité en amitié était une de ses principales qualités. Parmi ses meilleurs amis, il y eut Félix Tournachon, qu'il rencontra en 1840, alors qu'il écrivait sous le pseudonyme de Nadar, dans le Charivari, tout en assurant le secrétariat de Charles de Lesseps. Mais Nadar était d'abord photographe et devint très vite, en quelques années, une célébrité dans le monde parisien. Il était photographe et aéronaute. Dans une lithographie, d'ailleurs, Daumier le traduisit spirituellement la dualité de ce personnage attachant lorsqu'il le représentera en gibus et redingote, assis dans la nacelle d'osier de son ballon, élevant la photographie à la hauteur de l'art. L'esprit attrayant de Daumier, mais surtout la bonté de son cœur et sa générosité, le rendaient sympathique auprès de tous les gens qu'il approchait. Sa manière d'être respirait la cordialité, sans après. Ses conseils, ses encouragements ne manquèrent jamais à ceux qui le demandaient. Il acceptait toujours d'initier les débutants au secret du métier, comme le comte de Noé, dit Cham, le spirituel dessinateur, dont un des chefs-d'œuvre sera la parodie des mystères de Paris de Gennessus. Quand le succès vint à lui, Daumier ne se lassait pas de répondre aux sollicitations. Dans ses satires les plus mordantes, il évitait tout ce qui ressemblait à une personnalisation blessante. Quelques jours avant la Révolution de 1848, Daumier recevait encore ses amis artistes dans son atelier quai d'Anjou. Il fréquente alors assidûment les peintres Corot, d'Aubigny et Dupré, ainsi que les sculpteurs Paris, Préaux, Geoffroy de Chaume.
Ce dernier sera l'un de ceux, d'ailleurs, qui l'attireront quelques années plus tard dans le village de Valmondois, Seine-et-Oise d'alors, Val d'Oise d'aujourd'hui. La Révolution de 1848 permit à Daumier de retrouver sa veine politique. Elle lui inspira deux planches très suggestives, le dernier conseil des ex-ministres et le gamin de Paris aux Tuileries. Il suit également les travaux des députés et commence la publication des représentants représentés, une série de portraits de parlementaires. Et Daumier réalise aussi, par la suite, pour le concours de la figure de la République, l'imposante figure de peinture La République, qui est symbolisée, vous le voyez, par une solide femme, une femme bien en chair, assise, deux enfants suspendus à ses seins, un autre lisant à ses pieds. Traduction de la belle devise, la République nourrit ses enfants et l'instruit. Le tableau ne lui vaut néanmoins aucune récompense. Par ailleurs, vous me direz, le tableau ne semble pas vraiment fini. En fait, ce tableau est resté à l'état d'ébauche, car l'instauration de l'Empire le rendra aussitôt hors de propos. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle représentation de la République, c'est que celle-ci semble descendre des divinités nourricières de l'Antiquité. Le caractère inachevé de l'œuvre rend cette République, en mon sens, plus vraie, plus spontanée. Fort conformiste pour une fois, Daumier publie dans le même temps une série de lithographies tournant en dérision le combat des femmes socialistes qui lisent des journaux subversifs, délaissant mari et enfants pour aller manifester et oser présenter leur candidature à des élections législatives. Ah oui. Alors ça, c'est le côté un tantinet misogyne de Daumier. Et puis, tout en célébrant la République, Daumier réalise conjointement quelques-uns de ses tableaux les plus poétiques. L'Abreuvoir fait partie de ces toiles dans lesquelles on trouve une part de magie. Dans sa peinture, Daumier franchira souvent la frontière qui le sépare du jeu humain qu'il a si bien mis en scène, et s'approchera de celle ou de ceux dont il donne avec une tendresse tranquille une image véridique et fragile. Ainsi, par exemple, du Liseur, qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum Art of New York. Voilà, nous allons voir le Liseur. Voilà. C'est un très beau tableau, moi je le trouve particulièrement superbe. Une très grande fraîcheur, on peut dire, de facture, et il s'inscrit véritablement dans les scènes d'intimité. Son caractère réservé lui permet de s'identifier, permet à celui qui l'observe de s'identifier avec ce personnage en position de contemplation, de réflexion ou de rêve, on ne sait pas trop. Alors en 1849, à la suite des événements de la Révolution, Daumier eut plusieurs fois l'occasion de visiter un de ses amis à la prison de Sainte-Pélagie. Le socialiste Proudhon, qui était interné dans une cellule voisine, lui fit demander une entrevue. Il refusa nettement, en ces termes, « Non, voyez-vous, je me connais. Si je cause seulement 1 heure avec lui, je ne pourrai plus l'attaquer. » Il était loin, très loin de l'idée que les gens se faisaient de lui à travers ses caricatures, les gens qui ne le connaissaient pas se faisaient de lui à travers ses caricatures, et surtout leur légende qui, comme nous l'avons vu, en majorité n'était pas de lui. J'ajouterai même que Daumier, souvent, ne les approuvait pas. La légende est bien inutile, disait-il. Si mon dessin ne vous révèle rien, c'est qu'il est mauvais. La légende ne le rendra pas meilleur. S'il est bon, vous le comprendrez bien tout seul.
Aussi, lorsqu'il avait apporté à la rédaction de son journal une lithographie représentant, par exemple, deux bourgeois en train de causer, tous les collaborateurs se réunissaient devant les personnages et se demandaient « mais que peuvent-ils bien se dire ?» Finalement, quelqu'un trouvait un mot et le dessin était envoyé aussitôt à l'imprimerie. Ce genre d'occupation stupéfait Daumier, que l'esprit n'amusait pas plus que les salons mondains. Le muet refusait généralement toutes les invitations, se montrait le moins possible en public et refusait les moindres distinctions. Alors, allez-vous finir par me dire, finalement, ce Daumier tel que vous nous le présentez n'avait que des qualités et des vertus et aucun des travers de ses contemporains qu'il décrivait si bien dans ses caricatures. Aucun travers, aucun défaut, si ce n'est sa trop grande modestie, si tant est que l'on puisse considérer cela comme un défaut. Il est vrai qu'il a fallu que je recherche assez longtemps et minutieusement dans sa vie, et parmi les témoignages de ses contemporains, pour finir par découvrir la faille dans l'armure. Oui, oui. Il avait un penchant parfois immodéré pour la dive bouteille, au point que Paul Cézanne, qui lui portait une grande admiration, écrira en 1902 « Le vin a nui à beaucoup d'entre nous. Mon compatriote Daumier buvait trop. Quel maître il eût été sans cela !» Mais revenons à l'année 1849. Poussé par ses amis, il envoie au salon le meunier, son fils et l'âne. Il publie ensuite les physionomies de l'Assemblée dans le Charivari. Chacun s'accorde alors à reconnaître à nouveau son étonnant don d'observation. Son ami Baudelaire écrira à son sujet « Il a une mémoire merveilleuse et quasi divine qui lui tient lieu de modèle. Toutes ses figures sont bien d'aplomb, toujours dans le mouvement vrai. Il a un talent d'observation tellement sûr qu'on ne trouve pas chez lui une seule tête qui jure avec le corps qui la supporte. Tel nez, tel front, tel œil, tel pied, telle main. C'est la logique du savant transporté dans un art léger, fugace, qui a contre lui la mobilité de la vie. » En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu président de la République. Dans son nombre, un homme entend bien tirer les ficelles du pouvoir. C'est l'incontournable Adolphe Thiers, que Daumier nous représente ici dans cette caricature, derrière le prince-président, voyez-vous, tentant de le manipuler en lui écrivant son discours. C'est assez subtil, hein, et c'est vrai qu'il a eu une influence considérable durant plusieurs régimes, Thiers. Et puis alors en 1850 apparaît pour la première fois le personnage de Ratapoil, figure de propagandiste roué de Napoléon III. Alors voilà ce fameux Ratapoil. Alors cette statuette avait été d'abord réalisée en terre crue et servie pour mettre au point la silhouette donc du célèbre Ratapoil, représentant le fossoyeur de la République. Daumier, s'exprimant dans un style caricatural militant, on peut dire, invente avec Ratapoil la personnification d'un concept politique. La sculpture est composée de volumes exacerbés, en déséquilibre, à la fois fragiles et puissants. Il s'en dégage une silhouette grandiose et famélique. Son visage est, on peut dire, la représentation satanique de l'ennemi, dont la moustache à l'impériale constitue l'emblème. L'un des biographes de l'artiste a rapporté que Madame Daumier avait pris en horreur le plâtre à partir du modèle en terre. Elle tremblait au moindre bruit, craignant une descente de police et maudissant au fond de son cœur cet affreux Ratapoil. Rendant visite à Daumier, l'historien Jules Michelet
le surprendra en train de créer sa statue, sa statuette. Il tomba aussitôt à ses genoux et devant donc Daumier, fort étonné, en s'écriant « Ah, vous avez atteint de plein fouet l'ennemi. Voilà l'idée bonapartiste à jamais pilorisée par vous. » Dès lors, Ratapoil allait être, avec Napoléon le Petit de Victor Hugo, allait définir à jamais l'opposition des intellectuels contre le régime impérial. Par ailleurs, Daumier présente au salon femmes poursuivies par des satyres. Alors là, c'est tout à fait différent. Voilà. C'est une œuvre picturale qui est particulièrement intéressante et qui se trouve au musée des Beaux-Arts à Montréal, où elle a, paraît-il, énormément de succès auprès des Américains qui redécouvrent Daumier à l'occasion de cet anniversaire, de cette année anniversaire. Alors vous voyez ces deux nymphes qui sont pulpeuses à souhait. Les femmes étaient assez pulpeuses chez Daumier et dénudées. Elles semblent, en mon sens, elles semblent comme jaillir d'une toile de Rubens. Elles étaient présentées, donc ces deux nymphes, elles étaient présentées en même temps que Don Quichotte et Sancho se rendant aux noces de Gamache et Silène. Don Quichotte est l'un des thèmes auxquels Daumier revint le plus souvent. L'interprétation ambiguë, burlesque et tragique à la fois qu'il en donna est l'une des plus fidèles de l'esprit à l'esprit du roman de Cervantes. Toutefois, le Don Quichotte de Daumier, les Don Quichotte de Daumier, nous allons en voir rapidement quelques-uns, les Don Quichotte de Daumier sont tous très différents. Et il paraît évident que ce thème exerçait sur lui une fascination particulière. Pour quelle raison, je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que c'était un personnage justement un peu irréel et en même temps qui luttait contre les moulins. Alors là, c'est donc Don Quichotte à cheval, Don Quichotte sur son cheval blanc. Ce que l'on peut admirer, c'est une toile que l'on peut admirer à Munich. Et ce Don Quichotte à cheval, donc, enthousiasma Van Gogh, qui se serait écrié à la vue de cette toile « Il se peut que Daumier soit notre maître à tous ». C'est un beau compliment, je crois. Alors, dans plusieurs de ces Don Quichotte aussi, on reconnaît à l'arrière-plan les collines de Marseille et on croit même respirer un peu les senteurs de Provence. Donc ici, nous avons vu Don Quichotte à cheval. Voici Don Quichotte sur un cheval blanc. Alors là, vous voyez, il est tout à fait différent. On a du mal à imaginer que c'est la même personne qui l'a peint. Et là, on peut dire que Daumier atteint une liberté plastique unique à son époque dans cette toile que l'on ne peut pas voir. Elle appartient à un particulier. Elle annonce, selon moi, l'expressionnisme. Et personnellement, elle me ferait penser à Chagall. Sancho Panza disparaît presque entraîné par le foisonnement des formes et des couleurs. On le distingue à peine. Elle est assez étonnante. Alors un autre Don Quichotte, si vous voulez bien. Alors là, c'est Don Quichotte, encore tout à fait différent. Don Quichotte et Sancho Panza dans la montagne. Alors là, au contraire du précédent, Sancho Panza est ici en première ligne, personnage massif, tout en rondeur, avec cette version d'ailleurs où on peut dire que tout est massif. Et on peut dire donc que, comme la montagne également, et je pense qu'on moi, elle me ferait penser un petit peu à Marguerite. Alors, un autre Don Quichotte, pour continuer sur les Don Quichotte. Voilà, Don Quichotte et Sancho Panza, toujours, bien évidemment. Alors là, c'est très différent encore, vous voyez. Ce Don Quichotte et Sancho Panza semblent être
un appel à la liberté. Je pense que c'est pour ça aussi que Daumier aimait beaucoup ce personnage de Don Quichotte. Ça semble être vraiment un appel à la liberté dans un espace largement ouvert sur le vide, où tout paraît possible, hein. Il n'y a aucun obstacle. Tout est possible, comme on dirait aujourd'hui. Alors en 1851, il y a des tas d'autres Don Quichotte qui sont aussi superbes. En 1851 survient un malheur pour Daumier, c'est le décès de son père, et il est très affecté par cette disparition. Mais il continue néanmoins à travailler avec ardeur et détermination, un observateur toujours implacable de notre société. Il se penche à nouveau sur la justice avec la série Avocats et plaideurs. On peut dire, tous les thèmes abordés par Daumier, les gens de justice est sans doute celui où il a donné la plus large mesure à sa causticité, peut-être parce qu'il a eu affaire à plusieurs reprises à eux. Pour lui, en fait, la justice ne fait qu'entériner les injustices sociales, écrase les faibles et s'allie le plus souvent aux puissances d'argent et au pouvoir politique. Effectivement. Alors, à travers ces caricatures, on peut dire qu'il règle un peu ses comptes avec la justice. Comme je le disais tout à l'heure, il a connu la justice jeune. Il a connu la prison, il a connu la justice jeune d'abord comme saute-ruisseau, et puis plus tard dans ces démêlés qui le conduisirent souvent en prison pour outrage contre le pouvoir monarchique, en la personne même de son souverain. Dans ce dessin, intitulé « Effet de manche », on peut voir un avocat s'égosiller pour défendre son client. Un avocat qui, évidemment, est rempli de la conviction la plus intime que son client le paiera bien. Ce brillant avocat, comme son confrère qui descend dans un autre dessin, le grand escalier du palais de justice, décrit dans le roman célèbre de Balzac, Grandeur et décadence de César Birotteau, étale avec ostentation une dignité empreinte de morgue, de suffisance et de cynisme. Jamais, depuis Rabelais, lit-on dans le journal des Goncourt, pourtant peu généreux en compliments, notamment envers Daumier, jamais l'agent chicanière n'avait été serré de plus près, plus fouillé, plus implacablement disséqué dans ses trucs, dans ses manies, dans ses audaces et dans ses roueries. En 1852, un décret rétablit la censure. Alors là, c'est à nouveau le couperet, plus de caricatures politiques. Et Daumier reprend alors les caricatures sociales, ces caricatures sociales. Et de 1852 à 1860, il publiera de nombreux albums et séries, dont Croquis aquatique, Émotions de chasse, C'est bon parisien, c'est la vue, l'œil du Marseillais sur les Parisiens, et puis les comédiens de société. Et puis ensuite, nous arrivons à un tableau qui me paraît assez superbe aussi, qui s'appelle Les Fugitifs, qui date de 1857. Donc en 1857, il peint les émigrants ou les fugitifs, qui, 150 ans après, pourraient encore illustrer le drame des fugitifs qui, en Europe, en Afrique ou ailleurs, sont toujours les victimes des guerres ou des crises économiques. Rien n'a changé. Tous les exilés, on peut dire, de tous les temps, de toutes les époques, peuvent se retrouver dans cette toile dont le sujet demeure donc extrêmement actuel. En 1860, Daumier est licencié du Charivari par Philippon. Mais oui, Philippon, son vieux complice, son vieil ami, afin, dit-on, de calmer les esprits, car notre caricaturiste soulève de plus en plus les foudres du pouvoir. Il est plus vraisemblable que cette décision étonnante de Philippon était plutôt inspirée par une rivalité personnelle. Enfin, ça c'est entre nous.
En tout cas, continuant sa prolifique production de lithographie, Daumier va alors se consacrer de plus en plus à la sculpture. Parmi ses sculptures figurent des gens de justice, bien entendu, mais aussi Ratapoil. En 1862, il travaille pour le Boulevard, le nouveau journal d'Étienne Carjat, et pour le Monde illustré. L'année suivante, le Boulevard disparaît. Daumier recommence alors à travailler pour le Charivari après la mort de Philippon. Malgré son prestige considérable, il reste toujours humble et discret, presque effacé. Sa modestie et sa simplicité étonnaient d'ailleurs même ses amis les plus proches. Amoureux de la solitude, il ne se sentait bien en fait que dans son atelier, avec sa pipe, ses crayons et surtout ses pinceaux. Car le bon Marseillais, il avait un rêve. Il rêvait de plus en plus à se consacrer à la peinture. Et les toiles qu'il a laissées prouvent qu'il serait sans doute devenu l'un des plus grands peintres de l'époque si le journalisme ne l'avait pas absorbé entièrement et s'il avait été pris au sérieux par ses contemporains, et ce n'est pas moi qui le dis. Lorsqu'on observe de près les œuvres de Daumier, on finit par les rapprocher des figures les plus brillantes de l'histoire de l'art. Goya, pour les caricatures, Rembrandt ou Rubens, pour les peintures, Michel-Ange, pour la vision puissante et monumentale qui traverse toute son œuvre. Daumier avait assurément l'étoffe d'un grand peintre. En fait, en avait-il vraiment conscience lui-même? Cela est peu probable. En revanche, l'un de ses amis qu'il avait rencontré au Louvre en 1830 était persuadé qu'il était un très grand peintre et qu'il devait absolument poursuivre dans cette voie. Cet ami, ce n'était pas n'importe qui, c'était Corot, Camille Corot, qui penchera de tout son poids pour lancer, comme on dirait aujourd'hui, pour lancer Daumier dans le monde ardu de la peinture. Mais s'il adorait peindre, le Marseillais ne se croyait pas être un peintre de talent, en dépit de ce que vous pouvez lui dire des peintres aussi intenses, aussi immenses et reconnus que Corot et Gustave Courbet également. Sans doute aurait-il pu se faire connaître de quelques riches amateurs, mais il n'avait vraiment aucun sens des affaires. Un jour, le peintre paysagiste François d'Aubigny, qui le savait dans la gêne, car même dans sa période la plus faste, le journalisme lui permettait tout juste de vivre, lui annonça par lettre la visite d'un collectionneur américain, en lui précisant que ce monsieur ne s'intéressait qu'aux toiles qui valaient cher. Quelques jours après, l'Américain se présenta chez Daumier, visita l'atelier et montrant une grande toile demanda « Combien ?» Le peintre, rouge de confusion, murmura « 5 000 francs ?»« J'achète, et cet autre ?» Cette fois, Daumier, après avoir longuement hésité, la sueur au front, manqua d'audace. « 600 francs ?» dit-il. « Je n'achète pas, dit l'Américain. » Et il s'en alla pour ne plus rien, pour ne plus revenir. Ce manque, je pourrais dire, ce manque de sens commercial faisait dire à Courbet, visiblement navré et consterné, « On ne fera jamais rien de Daumier. C'est un rêveur. » Si les toiles de Daumier enthousiasment Corot, et Courbet notamment, d'autres peintres jaloux dénoncèrent ce scandale. Et c'est surtout le principe qu'ils n'acceptaient pas. Comment un caricaturiste pouvait-il se permettre de manier le pinceau? Quelle honte! Quant à Daumier, il ne songeait alors qu'à assouvir son désir de toujours, sans prétendre en aucune façon marcher sur les plates-bandes de véritables peintres. En 1865, Daumier, ne pouvant plus assumer les charges immobilières d'un atelier à Paris, quitte la capitale.
pour s'installer à Valmondois, où réside le sculpteur Geoffroy de Chaume et où Daubigny avait passé son enfance. Il y avait déjà fait de nombreux séjours. Il s'y consacre complètement à la peinture, non son rêve de toujours. Et il réalise des toiles qui sont autant de chefs-d'œuvre, comme ce martyr de Saint-Sébastien, que nous allons voir. Ce martyr de Saint-Sébastien qui date de 1849. Alors, Daumier traita souvent ce sujet en humoriste. Toutefois, dans cette toile qui se trouve au musée municipal de Soissons, où on peut la voir encore, il retrouve les extases de la peinture religieuse, une sensualité exacerbée, dans un climat crépusculaire très romantique. Autre œuvre picturale de Daumier particulièrement intéressante et qui demeure l'une de ses toiles les plus connues, nous allons la voir, voilà, c'est Scapin et Sylvestre, qui se trouve au musée du Louvre à Paris. C'est une toile qui est évidemment très connue et qui démontre, comme dans d'autres toiles d'ailleurs, que Daumier aimait beaucoup le théâtre. Et il était un admirateur inconditionnel de Molière. Et il trouvait en Scapin un frère en duperie et friponnerie, on peut dire, de Robert Macaire. Alors, cette même année 1865, inspiré par un portrait en médaillon du sculpteur Michel Pascal, Baudelaire écrit les vers pour le portrait de M. Daumier. D'ailleurs, nous allons voir Honoré Daumier dans une photographie, c'est une photographie de Étienne Carjat. Et donc, Baudelaire écrit dans les vers pour le portrait de M. Daumier, « Celui dont nous t'offrons l'image et dont l'art subtil entre tous nous enseigne à rire de nous. Celui-là, lecteur, est un sage. C'est un satirique, un moqueur, mais l'énergie avec laquelle il peint le mal et sa séquelle prouve la beauté de son cœur. » Alors, si Daumier aimait le théâtre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et les gens de théâtre, c'était aussi un passionné de cirque. Le cirque qui était pour lui, finalement, du théâtre. C'était la version bouffonne du théâtre, sa part naïve. Il avait conservé le souvenir de ces cirques ambulants où, dans son enfance, sa mère l'emmenait à Marseille et dont les chapiteaux bariolés manquaient parfois de s'envoler quand le Mistral était trop violent. Au-delà de la portée satirique qui souvent l'inspirait, le dessin de Daumier vaut par sa spontanéité, sa verve et l'étonnante précision d'une mise en place de chaque scène. Là, c'est Daumier metteur en scène, on pourrait dire presque. Dans Paillasse, exposé à New York, au Metropolitan Museum of Art, l'espace est à peine esquissé, suggéré par quelques touches d'aquarelle. Voici ce fameux Paillasse, donc, qui est exposé à New York. Tout réside, en fait, c'est très, très simple, hein, mais tout réside dans le geste entre les deux protagonistes, Paillasse, jugé sur une chaise, et son joyeux compagnon. Vous savez, lorsqu'on observe un long moment cette toile, eh bien, on finit presque par entendre le bruit de la musique primitive qui est celle du cirque. Voilà, je ne peux pas vous la laisser trop longtemps, mais je vous assure, c'est assez étonnant. En 1869, poussé par son ami Corot, Daumier présente 3 de ses aquarelles au salon. Visiteur dans l'atelier d'un peintre, juge de cour d'assises et les 2 médecins et la mort. L'année suivante est publiée dans le Charivari une longue série de caricatures contre Thiers.
Après Louis-Philippe, Thiers et Napoléon III ont été ses principaux sujets politiques, disons. En 1871, Daumier est nommé membre d'une commission pour la sauvegarde des musées. Il réalise de sombres lithographies sur la guerre de 1870, parmi lesquelles la France, Prométhée et l'Aigle vautour. Sa dernière lithographie, publiée dans le Charivari en 1870, représentait un squelette sortant d'un cercueil portant le nom monarchie, le nom de monarchie. Et Daumier a ajouté cette légende, pour une fois il avait écrit la légende, et pendant ce temps-là, il continue à affirmer qu'elle ne s'est jamais mieux portée. À la fin de sa vie, Daumier, à demi aveugle, oublié de tous, accablé par la misère et sur le point d'être mis à la porte de sa petite maison, sa chère maison du Valmondois, reçoit la visite de son ami Corot. « Je n'en peux plus, lui dit-il. Il faut que je parte d'ici. C'est la fin. »« Ah, pourquoi ?» dit Corot. « Tu veux abandonner cette maison? Est-ce que par hasard elle ne te plairait plus? »« Oh, si. Mais vois-tu, mon cher Camille, je ne peux plus la payer. »« La payer? Pourquoi? Puisqu'elle est à toi. » Daumier, un peu abasourdi, regardait son ami sans comprendre. « Sans doute, elle est à toi, reprit Corot en riant, à moins que ces paperasses ne mentent. » Et il étala alors devant Honoré l'acte de vente qu'il lui apportait et qui le constituait propriétaire de la maison. Daumier approcha le papier de ses pauvres yeux, il était presque aveugle, et il se mit à pleurer. « Mais oui, elle est à toi, garde-la !» répétait Corot aussi ému que son ami. Alors Daumier le serra dans ses bras. « Merci, merci, tu es le seul de qui je puisse accepter un pareil cadeau sans me sentir humilié. » Ainsi, grâce à Corot, celui qui restera le plus grand dessinateur du XIXe siècle ne mourra pas dans la rue. À la requête d'Arago, le gouvernement finira par attribuer à Daumier, devenu donc presque aveugle, une modeste pension annuelle de 1200 francs en 1877. L'année suivante, les amis de Daumier organisent une grande rétrospective de son œuvre chez Durand-Ruel. Parmi les œuvres présentées figurent Scapin et Sylvestre. Le comité d'organisation est présidé par Victor Hugo lui-même, et Champfleury écrit la biographie de Daumier pour le catalogue. En dépit de l'appel très chaleureux adressé au public par la presse, l'exposition ne connaît pas un grand succès et se solde finalement par un déficit de 4000 francs. Depuis cette rétrospective malheureuse de 1878, nombreuses sont les expositions consacrées à Daumier dans toute la France et au-delà de nos frontières. Celle de 1996 à l'Assemblée nationale, Daumier et les parlementaires, sera qualifiée par Philippe Seguin dans sa préface au catalogue de l'exposition de superbes leçons d'histoire. Marseille rendra également hommage à Daumier à travers plusieurs expositions. Daumier, dont on peut voir d'ailleurs le buste devant l'Hôtel-Dieu à Marseille. Tout récemment encore, au Palais des Arts, l'association Regard de Provence nous a proposé une exposition regroupant plus de 170 dessins, tableaux et sculptures de Daumier et de Dubout, tous deux originaires de Marseille. Et puis l'Alcazar a présenté du 18 novembre au 5 décembre des lithographies et des sculptures de la collection Jean Cherpin en cours de numérisation. Par ailleurs, les livres, comme nous le disions tout à l'heure, les ouvrages, les articles consacrés à Daumier sont très nombreux et sont encore plus nombreux même que les expositions. Et si aujourd'hui Daumier est redécouvert, et si Daumier est si grand, c'est sans doute parce qu'il a su vivre et saisir merveilleusement les mouvements et les soubresauts de l'histoire, les passions, les souffrances et le ridicule de ses contemporains,
et de l'être humain en général. C'est aussi parce qu'il n'a jamais été autant d'actualité en cette année du bicentenaire de sa naissance. Honoré Daumier s'impose en effet comme celui qui lutta avec acharnement contre tous les totalitarismes et tous les fanatismes, et sans faire le moindre du monde de politique. L'affaire récente des caricatures de Mahomet n'a fait que souligner encore davantage combien étaient précieuses les conquêtes de la démocratie, parmi lesquelles le droit à la critique. Ce droit de ne pas se laisser imposer ses opinions, de pouvoir les exprimer sans crainte pour sa carrière ou encore même pour sa vie. C'est l'essence même de la démocratie. Ce sont ces valeurs qui ont fait notre République et font chaque jour l'Europe, comme le souligne fort justement Madame Noël Lenoir, présidente de l'association Les Amis de Daumier. Et puis chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que Daumier n'était pas seulement un dessinateur de génie, mais qu'il était aussi un excellent peintre, comparable au plus grand. Terminons donc, si vous voulez, par deux derniers exemples particulièrement significatifs parmi son œuvre considérable, deux toiles que je trouve personnellement assez extraordinaires. Tout d'abord, cette femme portant un enfant. Vous voyez, là aussi, elle est à peine esquissée, mais elle est terriblement vraie. C'est une huile sur toile qui se trouve à Zurich, et elle est détenue par un particulier. Et elle révèle un style d'esquisse qui est pleinement assuré et qui est très proche de Delacroix. Et selon moi, elle annonce tout simplement le surréalisme. Et puis enfin, voici Pierrot à la mandoline. Puisque nous allons rentrer dans une période de fête, on ne pouvait que terminer par celle-ci. Pierrot à la mandoline qui possède, me semble-t-il, le charme indéfinissable des œuvres de Fragonard. Dans le portrait de ce musicien à la jovialité communicative, Daumier s'abandonne au plaisir de laisser courir son pinceau chargé d'une couleur pimpante. Et on peut constater que sa peinture est avant tout amour, tendresse et liberté. Ça pourrait être la phrase que je retiendrai pour caractériser le plus Daumier. Amour, tendresse et liberté. Daumier, cet artiste incomparable, j'ai dit artiste incomparable, en fait, Daumier ne fut réellement inventé, nos Daumier artistes ne fut réellement inventé qu'en 1878. Auparavant, il n'était qu'un petit gribouilleur, un simple amuseur, un caricaturiste. Daumier, donc, cet artiste incomparable, qui ne fit jamais de Courbette au pouvoir et refusa même, comme Courbet, la Légion d'honneur, parce qu'il était trop vieux, dira-t-il. Celui que Balzac appelait le Michel-Ange marseillais s'éteindra paisiblement le 10 février 1879, à l'âge de 71 ans, entouré de sa femme et de Geoffroy de Chaume dans l'atelier de sa chère maison, devant ses toiles et ses dessins. Il sera enterré civilement. Les frais d'obsèques seront pris en charge par l'État à la demande du ministre des Beaux-Arts et sa dépouille sera transférée moins d'un an plus tard au cimetière du Père-Lachaise à Paris, le 16 avril 1880, où il repose toujours aux côtés de ses fidèles amis Corot et d'Aubigny. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.